relation incestueuse. Quelle injure! Vous savez, ce qu'on ne vous aura pas dit suffisamment sur ces plateaux, le révérend pasteur Ntoumi a toujours été sollicité par l'opposition. Les mêmes qui le critiquent, ils l'ont toujours sollicité. Ils l'ont toujours considéré comme quelqu'un de leur. Au nom de quoi la DGSP va brûler une moto? J'aimerais qu'on me montre le texte qui lui dit que lorsqu'il y a une situation de trouble à l'ordre public, au nom de quoi? Bon, je pense qu'on va repréciser. Donc, non, mais soyez précis. Mais on est d'accord que dans le département du Poul, c'est la loi congolaise qui s'applique. Mais la loi il n'y a pas une autre loi. Elle s'applique sur comme toutes les autres lois. Très bien. Donc le département du Poul n'est pas une exception. Il n'y a pas d'exception. Vous avez semblé présenter les choses. Ce que je dis, bon, j'aurais pu dire... J'aurais même pu dire, sur le plan national, cette mission... On va y aller. Je vous pose une question. Est-ce que le pasteur Ntoumi, c'est un rebelle ou pas? Non. Vous savez... Je rebondis, après vous allez répondre. C'est un exercice. C'est un résistant. Vous allez répondre. Okay. S'il n'est pas rebelle, oui. Comment qualifierez-vous quelqu'un qui entretient une milice armée et qui défie l'autorité de l'État, ce que vous appelez résistance? Est-ce que la résistance armée est légale? Alors, comment qualifierez-vous une telle personne? Là également, je pense, vous êtes dans un cadre normatif qui ne correspond en rien à la réalité congolaise. Un, il n'est pas rebelle, pourquoi? Un rebelle, c'est celui qui rend avec un régime auquel il appartenait, avec un système auquel il appartenait, pour des motifs donnés, qui rend et qui se met en posture de combattre le parti. En général. On passe à la rébellion. La rébellion. La rébellion, c'est le fait pour tout individu qui se lève, qui prend des armes ou qui entretient une milice pour chercher de renverser les institutions établies. La preuve. Ce que vous appelez résistance. Ce que vous dites. Est-ce que la résistance armée est légale ou pas? La Constitution de 88. La résistance armée est-elle légale ou pas? Ok, mais bon, on va y répondre. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir, dans le cadre de notre série d'émissions consacrée à l'opposition congolaise, nous recevons ce soir M. Alexis Miyakou, qui est coordonnateur général de la Dynamique citoyenne, qui appelle à la candidature du pasteur Ntoumi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Télésud. Pour vous interroger, je suis en compagnie du maître Ben Luther. Bonsoir, maître. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et de ma consoeur Jemima. Bonsoir, Jemima. Bonsoir, monsieur Miyakou. Bonsoir. On débute sans plus tarder avec la politique. Monsieur Alexis, quelle est votre lecture de la situation sécuritaire des derniers événements qui ont eu lieu dans le Poul? Ce que je voudrais dire, d'abord, je vous remercie de nous recevoir sur le plateau. On l'a sollicité aussi, parce que depuis quelque temps, parce qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé pour en déduire ce qu'il en est aujourd'hui. D'abord, c'est un événement qui, pour nous, qui n'était pas une grande surprise, puisque ça faisait plus de 2-3 mois qu'on savait qu'il y avait un objectif autre que le seul objectif de sécurisation, pour lutter contre les bandits et autres. On savait très bien que cette opération avait pour objectif final de toucher à la question de la paix dans le Poul. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une paix précaire, une paix très précaire, et je voudrais le souligner. Il y a un agresseur, et il y a des agressés. Le révérend pasteur Ntoumi, dans sa sagesse, n'a pas voulu jouer le jeu de la violence. Il a interdit à ces hommes qui, les pauvres, sont habituellement des paysans, des travailleurs comme tous les autres. Et il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de réplique, répandre la force par la force. La situation sécuritaire est très précaire et on est aujourd'hui dans une sorte d'ambiance d'insécurité généralisée, pas seulement dans le Poul. Parce que ce qui se passe dans le Poul, ce qui s'est passé, est venu réveiller en fait toute la notion de sécurité pour l'ensemble du pays. Dans un contexte préélectoral, on voit très bien que c'est tout le pays qui est en situation de fragilité sécuritaire. Et présentement,
nous avons vu une note du directeur général de la sécurité présidentielle qui levait les mesures qu'il avait eu à prendre, mais nous restons en attente d'une décision gouvernementale et d'une décision de sa tutelle. Parce qu'une note de service qui commande une opération de ce genre ne peut pas être levée sans quand même l'établissement des responsabilités, sans quand même, tout de même, qu'il y ait un prononcé officiel de la tutelle. La tutelle, c'est la présidence de la République, de la DGSP. Et nous considérons que l'état d'insécurité est maintenu au-delà de... Parce qu'on trouve encore une présence énorme des agents de la DGSP dans le pool, qui sont là en doublure de ce qui est régulièrement installé dans le pool. Depuis plusieurs années, il y a des troupes représentant l'armée normale, il y a la gendarmerie, il y a la police, qui sont permanemment dans le pool depuis plusieurs années. Il n'y a jamais eu de problème avec ces officiers. Il n'y a jamais eu de problème avec ces troupes installées dans le pool. Et pas à un seul endroit. Vous avez des garnisons à Kinkala, vous avez des garnisons à Mindouli. Vous en avez un peu partout, qui fonctionnent régulièrement. Toutes ces dernières années, depuis d'abord la fin de la guerre, 1997. Ensuite, avec les incidents qui ont eu lieu en avril 2016, et jusqu'aujourd'hui, on a une présence militaire forte. Et la DGSP vient comme, on va dire, de manière inexpliquée, alors qu'il y a des forces de l'ordre habituelles qui sont là, qui maintiennent l'ordre naturellement, en bonne coopération avec les populations, en bonne entente. Voilà ce que je peux dire dans la situation de sécurité aujourd'hui. C'est vraiment une situation préoccupante. Nous avons tout fait pour que l'opinion internationale s'en saisisse. Et ça fait 2-3 mois qu'on sentait venir les prémices de cette action. Surtout que nous savions que ça pouvait être une forme d'empêchement du candidat Ntoumi. Parce qu'on n'a pas compris que ça surgisse après qu'il ait commencé à faire ce qu'il a appelé lui-même des campagnes d'adhésion. Il a commencé à circuler dans les régions les localités de proximité. Il a commencé campagne d'adhésion, on était au mois de juin. Quand il a commencé ses campagnes d'adhésion, c'est pour son parti parler avec les populations. Et il avait fait un autre programme pour continuer beaucoup plus tard. Il s'est arrêté au mois d'août et il s'est dit, il reprendrait en octobre. Et à septembre, déclenche l'opération DGSP qui rendait quasiment les situations un peu critiques. Au départ, c'était ailleurs, dans la République, que ça a commencé. Voilà. Donc. Maître Ben Luther. Ok, mon cher doyen, je crois que je vais être franc avec vous, hein, comme je l'ai été avec d'autres représentants de l'opposition. Hein. C'est le but du jeu, c'est l'exercice que vous avez accepté. Oui, bien sûr. Voilà. Première question. On reste sur l'actualité. Le pool, c'est le Congo ou pas? C'est le Congo. Le pool, c'est le Congo. Ok. Vous avez dit ici que, dans la façon de présenter les choses, qu'il y avait dans cette histoire, il y a un agresseur et puis un agressé. Oui. Est-ce que vous pensez que l'armée régulière, oui, légalement instituée, oui, le fait que cette armée, dans le cadre d'une opération de sécurité qui avait été lancée, sécurité nationale qui avait été lancée, les troupes régulières se déplacent dans le département du Pool, combien même qu'il y ait eu des événements malheureux. Je ne vais pas vous interrompre, mais non, le mot que vous utilisez... Je me pose la question. La question que vous utilisez, je le mot que vous allez répondre. Troupes régulières, non. Dites la DGSP. C'est pas une troupe régulière. C'est pas une non, dans le concept général, quand on parle de troupes régulières, on voit
ceux qui, naturellement, habituellement, ont la charge d'assurer la sécurisation publique, l'ensemble des situations. Bien entendu, la DGSP, vous avez lu le décret 2009 ? J'en viendrai. L'article 1er ? On peut y arriver. L'article 1er, vous lisez le paragraphe 2, les alinéas 3, 4 et 6. Vous verrez que la DGSP, qui dépend d'ailleurs du ministère de l'Intérieur, ça veut dire le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est la sécurité. Donc, qui est totalement dans son rôle. Moi, la question, c'était de savoir que vous avez une armée ou une force régulière, donc reconnue par la loi, qui mène des opérations dans tous les départements du Congo. Quand elle arrive dans le département du Poul, quel que soit ce qui s'est passé, elle rencontre une résistance des hommes armés. Une résistance. Vous dites que cette force est venue pour agresser, alors qu'elle est dans son droit de sécuriser tout le territoire national. Absolument pas. Voilà quelle est la vision la plus estropiée de notre démocratie. Écoutez, l'armée n'est pas en dehors de la loi. L'armée, les forces publiques ne sont pas en dehors de la loi. Premier problème. Deuxième problème, les missions affectées à la DGSP concernent les bandits, les bébés noirs. Ça veut dire que c'est localisé. J'ai entendu même le chef de la DGSP dire qu'ils interviennent à la suite des renseignements, un certain nombre de données. Ça concerne les bébés noirs. Ça concerne les zones menacées par le phénomène que tous nous condamnons. Qui existe dans tous les départements du Congo. Non. Si. On peut en arriver. Oui. Les bébés noirs ne sont pas manifestes dans le Poul. Il n'y a jamais eu une histoire du type... là-bas, il y a une discipline forte liée à l'histoire de ce département. Il ne faut pas confondre. Le département du Poul n'est pas un département comme les autres. Pourquoi ? Parce que le département du Poul a été le théâtre, le concentré de l'après-guerre de 97. Et si tant est que ceux qui pilotent l'action de la République se sont rendus bien compte qu'il y a des accords qui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire depuis 1999 pour donner la chance à la paix. Le département du Poul est assez spécifique en la matière. Pourquoi ? Vous posez bien la question, vous dites, écoutez, est-ce qu'on peut empêcher ? Non. Raison pour laquelle je vous ai expliqué que dans le département du Poul, vous avez des forces, des troupes régulières installées. Qui existent dans tous les départements. Qui existent dans tous les départements. Oui, mais pourtant ça n'a pas empêché la DGSP de mener ces mêmes opérations dans les autres départements. Vous voyez bien la différence. Prenez Brazzaville. Prenons le restant à Brazzaville. Oui. Regardez les foyers d'action de la DGSP. Personne ne pouvait discuter de cela. Que tel quartier, réputation, foyer des bébés noirs, on y va. Après, on peut en parler de cette opération, parce qu'elle est extrajudiciaire. Tout ce qui se passe, c'est comme si la DGSP n'était pas soumise au respect de la Constitution. Les libertés individuelles, les libertés de bien. Mais écoutez, la DGSP, au nom de quoi la DGSP peut violer, par exemple, les textes sur le droit du citoyen le droit à la, comment on appelle ça dans votre jargon d'avocat, la présomption d'innocence. Au nom de quoi elle peut violer la présomption d'innocence? Bien. Au nom de quoi la DGSP va brûler une moto? J'aimerais qu'on me montre le texte qui lui dit que lorsqu'il y a une situation de trouble à l'ordre public, au nom de quoi? Bon, je pense qu'on va repréciser. Non, mais soyez précis. Mais on est d'accord que dans le département du Poul, c'est la loi congolaise qui s'applique. Mais la loi il n'y a pas une autre loi. Elle s'applique comme toutes les autres lois. Très bien. Donc le département du Poul n'est pas une exception. Il n'y a pas d'exception. Vous avez semblé présenter les choses. Ce que je dis, j'aurais pu dire... J'aurais même pu dire, sur le plan national, cette mission... On va y aller. Je vous pose une question. Est-ce que le pasteur Ntoumi, c'est un rebelle ou pas? Non.
Vous savez... Je rebondis, après vous allez répondre. C'est un exercice. C'est un résistant. Vous allez répondre. Ok. S'il n'est pas rebelle, Oui. comment qualifierez-vous quelqu'un qui entretient une milice armée et qui défie l'autorité de l'État, ce que vous appelez résistance? Est-ce que la résistance armée est légale? Alors, comment qualifierez-vous une telle personne? Là également, je pense, vous êtes dans un cadre normatif qui ne correspond en rien à la réalité congolaise. Un, il n'est pas rebelle. Pourquoi? Un rebelle, c'est celui qui rend avec un régime auquel il appartenait, avec un système auquel il appartenait, pour des motifs donnés, qui rend et qui se met en posture de combattre le parti. En général. On passe à la rébellion. La rébellion. La rébellion, c'est le fait pour tout individu qui se lève, qui prend des armes ou qui entretient une milice pour chercher de renverser les institutions établies. La preuve. Ce que vous appelez résistance. Ce que vous dites. Est-ce que la résistance armée est légale ou pas? La Constitution de 92. La résistance armée, l'origine, est-elle légale ou pas? Ok, mais bon, on va y répondre. La Constitution de 92, je vais vous dire, tout ça se passe avant la Constitution de 2002. Ok. Hein? Oui. On est régi par la Constitution 2. Là, on est régi par la Constitution 2. Non, à l'époque. Non, mais c'est à l'origine qu'il faut aller trouver le problème. Allez-y, mon doigt. On est à l'origine, on a une Constitution de 92, 15 mars 92, qui dit, dans son préambule, qui reprend un peu la Charte des libertés de l'unité nationale, qui dit ceci, que cette Constitution dit que tout citoyen est fondé de se lever par tout moyen contre toute prise de pouvoir par la force ou par coup d'État. C'est la situation de 97. Il y a une guerre. Celui qui gagne la guerre, au lieu de reprendre l'élan normal du cours institutionnel, il aurait bien pu. Il choisit de s'autoproclamer chef d'État, en violation donc de la Constitution qui commence là, de 92, qui le régit à cette date-là. Il sort un acte fondamental de 97 que j'appelle moi, il ouvre un régime d'exception. Eh bien, ce qui se passe en ce moment-là, c'est quoi? Il y a la guerre dans le pool, il y a le reste de la guerre de 97 qui se déclenche avec beaucoup plus d'ampleur dans le pool. Vous avez une situation en ce moment-là. Ceux qui ont combattu, qui appartenaient à l'ancien régime, le régime déchu, ou qui étaient, disons, les partisans de Bernard Kolela, ceux qui étaient de l'opposition, en fait de la majorité de l'époque, se retrouvent en situation de résistance d'abord. C'est pourquoi ça s'appelle FADER. Résistance armée. Résistance armée. Qui n'est pas légale. Je peux vous montrer l'accord du 29 décembre 99. Je vais vous le donner parce que j'ai souvent eu l'impression que vous n'en avez pas beaucoup lu. Regardez, qui est là? On ne va pas aller sur des attaques ici, c'est ça. Non, des attaques personnelles. Oui. Au commandement de la force publique et le signataire devant donc celui qui est commis de l'État, au commandement des forces d'autodéfense de la résistance, FADER. Oui. C'est ça, qui est l'ancêtre du CNR. Donc, vous avez l'État congolais, sous les auspices du médiateur international Bongo. Il signe des accords de paix. C'est le haut commandement de la force publique congolaise qui signe avec le haut commandement des forces d'autodéfense de la résistance. Donc c'est acté sur le plan international, tout point qu'il ne s'agit pas de rebelles, il s'agit des résistants. Ouais, M. Miyakou, s'il vous plaît, je pense que ce matin, M. Mirassa a posé une question que je trouvais assez intéressante. Dans quelle partie de l'accord c'est mentionné que les amis de M. Ntoumi ont droit à avoir des armes? Ok. Je peux vous donner ma réponse. Oui. D'abord, le doyen Mirassa, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'abord, la question des armes. Cette guerre de 97 a entraîné une distribution massive des armes partout. Du côté de Sassou Nguesso, les Cobras, qui n'étaient pas des militaires, des fortes dotations du côté de Sassou et des fortes dotations du côté, en fait, des récupérations de beaucoup d'armes de l'autre côté. Au départ, c'est ça la situation. Au moment où nous parlons aujourd'hui, les Cobras, zone nord de Brazzaville, ont des armes chez eux. OK?
ils ont des armes chez eux, beaucoup. L'autre l'a dit, il y a Edever Mouani, hein, un des gens qui se sont occupés de ces questions-là, l'a expliqué. En tout temps, ça lui a valu beaucoup de... Même son exil momentané, à un moment, il l'a dit. Bon, au départ, donc c'est ça la situation de départ. Les gens qui sont dans les accords, ceux qui étaient de l'autre côté, on les appelle les ex-combattants. Les accords stipulent qu'il faut réintégrer ces ex-combattants pour il faut les programmes des Nations Unies, des mobilisations, qu'on voit un peu partout dans tous les pays de guerre, en guerre. Et la démobilisation de ces combattants, donc les ex-combattants, a été entamée, mais inachevée. Il y a eu des remises d'armes, des cérémonies de remise d'armes. À l'époque, 2003, 2007, il y a eu des cérémonies de remise d'armes, de destruction des armes. Mais le grand contingent en vous disant même que, c'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas une rébellion, parce que ces hommes-là ne sont pas forcément coordonnés par l'ensemble des gens qui avaient tenu les armes en 1997, venaient de partout, de toutes les régions sud. Voilà. Donc, je pense qu'on est un peu dispersé. Aujourd'hui, la démobilisation, et je pense que j'ai même une question dessus, sur la démobilisation, parce qu'on s'est dit, mais dans un État, à la fois il y a une responsabilité gouvernementale, on peut en parler surtout, mais M. Ntoumi, dont la voix est très entendue dans le pool, comment il peut cautionner, je pense, la présence de milices armées? C'est quand on le voit, absolument pas. Vous n'appelez pas ça milice armée. C'est quoi quoi Attendez d'abord. Ce qui se passe, lorsqu'ils font des accords, le révérend pasteur Ntoumi, dans le cadre de ces accords, reçoit l'autorisation d'avoir 30 personnes armées. C'est dans les accords? Dans les accords. J'ai lu l'accord 2017, il est nullement spécifié. C'est le dernier accord en date, c'est celui de 2017. 2017 oui, c'est n'a pas une portée supérieure à 99. Ben non. Ben bien sûr. Ben non. Parce que, en fait, c'est partie intégrante. 2017, ça se réfère au grand accord signé par tout le monde. 2017, il y a eu des échauffourées, mais ce qui était déjà acquis est resté et demeuré. Et les gars qui ont des armes chez le pasteur Ntoumi au départ, à la base, si vous le voyez avec des gens là, c'est une dotation de l'armée. Il y a une note qui n'a jamais été relevée. De dotation de 30 personnes. Attendez. L'armée a donné des armes aux hommes de Ntoumi. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il est acteur de paix, oui, il faut garantir sa sécurité. Bien. Parce qu'il a conscience qu'en face, ils étaient belligérants. Donc il y a toujours des velléités d'action pas facile à gérer. Le révérend pasteur Ntoumi, à cette date-là, considère que sa sécurité ne peut être garantie que par ceux qui lui sont proches. Et là alors, qu'est-ce qui se passe? Parmi les gens qui étaient en situation de résistance. Non. En situation de résistance. Ouais. Parmi ces gens, c'est pourquoi vous verrez pourquoi je dis ça. Il y avait des militaires de service. Il y avait des agents des forces de l'ordre normaux qui étaient devenus ninjas ou nchilulu. C'est des militaires. Et parmi ceux-là, parce que dans les contingents de Ntoumi de l'époque, vous avez des caporaux-chefs, des sergents qui sont de l'armée, mais qui avaient choisi de résister. Ceux qui étaient les anciens du régime étaient restés avec lui. Et parmi ces gens-là, il fallait, dans les accords, on stipulait qu'ils devaient réintégrer leur poste. Ceux qui avaient quitté leur poste, fonctionnaires, militaires, devaient réoccuper, c'est écrit dans les accords, devaient être retournés à leur service ordinaire. Et voilà comment, je dis, dans ces conditions. Parmi ceux-là, je préfère, comme j'ai confiance en eux, je préfère les prendre pour qu'ils soient mes armées. Et donc, ceci dit, ils ont donc le droit de défier l'autorité de l'État. Et c'est ce que vous appelez, vous, résistance. D'abord, alors, une question très rapide. Pour compléter votre analyse, je pense que c'est M. Yombi qui disait que ce sont les gens de la diaspora qui essaient d'instrumentaliser un peu M. Ntoumi en mobilisant. C'est bien ça, oui, c'est ce qu'il a dit. Que par principe, M. Ntoumi ne soutient pas véritablement ces milices armées. Il fait référence à ce qui s'est passé en janvier. Mais la vérité, c'est laquelle? M. Ntoumi n'a pas un camp où il forme des miliciens. Ça n'existe pas.
Il fait référence à des cotisations faites par la diaspora pour encourager M. Toumi à s'aimer un peu les autres. Alors, enfin, je paraphrase. Je ne souhaite pas rentrer en polémique avec des gens qui sont... Il faut clarifier les choses. Oui, mais il faut clarifier parce que... Vous qui appelez à sa candidature, est-ce que vous avez contribué à soutenir des milices? Mais absolument pas. Des gens armés absolument pas. Bien. Vous écouterez, je vous inviterai à écouter Yonggi lorsqu'il a visité le révérend pasteur Ntoumi au mois d'avril ou mois d'avril ou mai. Il a tenu des paroles pour dire qu'il a rencontré un homme sage, respectable. Il a dit non, aussi. ça il a dit. Ça il a dit. Et je veux vous dire, il n'a pas vu là-bas un camp d'entraînement des militaires ou des gens de Ntoumi. C'est pas vrai. Ce qui se passe dans le pool, c'est exactement ce qui peut se passer à Wenze, à Talangaï, partout. C'est-à-dire que là où vous avez des personnes qui ont vécu la vie de la guerre, hein, la preuve, moi j'explique aux gens, je dis mais vraiment les gens, vous savez dans le pool, c'est une région, 34 000 km², plus grand que le Rwanda. Le révérend pasteur Ntoumi se retrouve à un point X. Les gens ne communiquent pas. C'est une autodéfense. Dans chaque localité, mon cher doyen, sans vous couper la parole, ce que vous dites me semble assez contradictoire avec votre première prise de parole, parce que vous avez dit qu'il y avait, vous avez présenté la situation de cette façon, qu'il y avait un agresseur et un agressé. Mais quand on voit dans les opérations qui avaient été menées le 11, dans les événements du 11, on voit que la DGSP faisait face à des hommes armés. Mais là, vous nous dites que le pasteur Ntoumi n'a pas autour de lui des hommes armés. Alors, à ce moment-là, j'ai du mal, moi, Il faut bien situer. À me situer. Vous savez, le problème que vous avez avec la formulation de ça, vous prenez un fait. Le 11, il y a eu un fait. Oui. Avec l'ordre habituel. Le fait, c'est lequel? Là où ils ont brûlé la moto, c'est avant ça. Si vous avez bonne mémoire, vous verrez le pasteur Ntoumi en juin, lorsqu'il intervient quelque part, mais c'était en langue, en lari, il dit « Je les vois passer, je vois les accumulations qui se font tout autour de moi. Je les vois, mais on les voit. » Alors, ce qui se passe en ce moment-là, c'est quoi, ce jour-là? Ça se passe... La moto qu'on brûle, c'est la moto d'un des militants du révérend. Et on ne brûle pas ça dans la rue quelque part. C'est dans la concession du révérend. Ça ne se passe pas ailleurs. C'est la concession du révérend. Bien. Ils brûlent la moto. Et ils ont quand même manifesté des menaces. Mais les gens qui étaient là n'ont pas réagi. Mais ils ont complètement annoncé qu'ils étaient venus pour détruire toutes ces choses-là, ici. Les autres qui étaient de l'autre côté ont informé leurs congénères qui étaient à Mindouli pour leur dire il y a la DGSP qui est arrivée là, qui a commencé à casser, et ils sont en train de venir casser. N'oubliez pas que avant ça, il y a eu des incidents avant. Il y a eu des incidents de précédents. Il y a eu des incidents de quelques semaines avant, où ils ont déjà fait ça, cassé de moto, il n'y a pas eu feu. Et là, précisément, ça commence à se voir. Et quand ils vont, qu'est-ce qui se passe le 11? Là encore, il faut le dire. Vous savez, vous voyez les gens avec les outils, les fusils de chasse, là. Ils avaient des fusils de chasse, celui qui a été abattu. Et ils disent, ils bloquent la route au péage, le convoi de la DGSP arrive, et ils demandent des comptes au convoi de la DGSP. Pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Attendez. Oui. Vous accompagnez quand même quelqu'un qui veut, là, pour le coup, décider de l'avenir d'un pays. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un homme... Il est candidat à ça. Un homme d'État, c'est-à-dire un homme d'État, vous encouragez à ce qu'il y ait des gens, fût-il même une garde, en fait, d'un individu, puisse s'opposer, quoi que l'État, quoi que l'armée régulière ait fait. Donc, s'opposer, bloquer la route,
à un convoi militaire lourdement armé. Et ça, vous encouragez cela. Non. Aussi, une chose que je précise, chose que je précise, mon cher doyen. Vous nous avez dit ici que le problème des bébés noirs ou de la sécurité n'existe pas dans le pool. Vous l'avez dit au début de l'émission. Par contre, vous comparez encore la situation qui est dans le pool à ce qu'on voit à Wenze, vous l'avez dit, à Talanga, etc. Mais je vous explique. Donc, ça veut dire qu'il y a des situations déjà d'insécurité qui, là, pour le coup, ont justifié l'intervention de la DGSP dans ce département. Non, absolument pas. Vous voyez. Non, mais écoutez, vous pouvez avoir une dialectique avec un objectif, justifier ce que vous entendez. Je vous prends au mot. Ce qui est sûr, quand je parle de Wenze, de Talangaï, je vous dis ceci. Dans un pays, tous les pays post-conflit, lorsque vous avez des citoyens qui ont combattu par-ci, ont combattu par-là, et qu'il n'y a pas une opération réellement de démobilisation véritable de l'ensemble de ce personnel, vous avez des situations incontrôlées et incontrôlables qui existent, qui ne sont pas commanditées, mais qui existent. Et c'est pourquoi je veux citer l'exemple de Wenze Talangaï. Je vous dis sincèrement, demain, il arrive un problème à Brazzaville, vous verrez des gens en armes dans Wenze Talangaï. Parce que ça... Par contre, l'incident que vous évoquez, moi, ce que j'ai voulu simplement signaler, le pool, il y a un protocole. C'est pourquoi je vous disais que c'est une région, un département particulier un peu. Comment ça se passe habituellement dans le pool? Les forces de l'ordre dans le pool interviennent régulièrement. Les gendarmeries, l'armée, les bérets noirs qui sont, ils interviennent régulièrement dans le pool. Pour aider à ne pas apeurer les populations en général, puisque c'est des traumatisés. Parce qu'il y a des raisons d'insécurité. Non, apeurer, je veux dire, pour l'armée, dans les populations du pool, l'armée représente déjà moins un traumatisme. Dès qu'ils voient des gens en uniforme, ils se posent des questions. Parce qu'il y a des groupes, non, armés, mais vous le dites. Mais non. Vous dites qu'il y a des gens en armes qui sont dispersés, etc., qui ne sont pas forcément contrôlés par le pasteur Ntoumi. C'est ce que vous dites. Ce que je veux dire. Donc, cela justifie, en quelque sorte, un peu. Merci de répondre. Oui, vous savez... Je vais vous prendre des exemples clairs. Je ne suis pas satisfait. Oui, mais prenez des exemples clairs. Vous avez les membres du gouvernement, ou des membres de l'Assemblée nationale, pas des moindres, de l'Assemblée nationale, qui régulièrement va dans son fief, dans le pool, là, qui est des fiefs voisins de chez Pasteur Ntoumi. Vous avez des ministres du gouvernement qui régulièrement, les week-ends, vaquent à leurs occupations privées dans le pool sans qu'il n'y ait jamais eu, je vous prendrai à témoin de me citer, un exemple depuis 20 ans, 25 ans, un exemple d'incident provoqué par des hommes en armes là-bas. Là-bas, le principe, je peux même vous dire que ça, c'est même un grand atout pour le révérend Pasteur Ntoumi. Parce que là où il avait des jeunes qui ont tenu des armes, qui ont fait, les maîtriser, être capable de faire de la discipline, parce que là-bas, les gens sont ordonnés. Quand il y a un moindre souci, la police, comment ça se passe habituellement? C'est le sens même de ça, de l'interpellation au niveau du péage. C'est que, habituellement, que ce soit les hauts commissaires, le sous-préfet ou le préfet, ou tous, lorsque il y a un incident, par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un qui a commis un acte, il y a eu des cas où des actes ordinaires de violence de cité, ils saisissent automatiquement. Il y a des référents, ils saisissent ces gens, des facilitateurs, qui disent « Ah bon, écoutez, nous informons tout le monde que vous êtes là en mission de recherche de tel type, et que tous ceux... » Ils ont toujours collaboré dans ce sens-là. Et c'est ce qui a toujours justifié la paix. Il n'y a jamais eu de guerre, les gens vaquent à leurs occupations. Ces gens-là n'ont pas les armes à côté d'eux chaque nuit, non. Donc vous voulez dire que ceux qui ont attaqué le convoi, ils n'ont pas attaqué le convoi, ou ceux qui ont riposté, ils ne sont pas des miliciens du pasteur Ntoumi. Enfin, ils ne sont pas sous le contrôle du pasteur Ntoumi. Je veux dire ceci, non. Ils sont des ex-combattants présents dans une localité et qui se sentent menacés par cette... Parce que... Est-ce que c'est légal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Mais ce qui est normal... Que les ex-combattants qui détiennent des armes, d'accord, lorsqu'ils se sentent... La plupart... Là, par exemple... Non, je vous demande juste parce que vous êtes aussi les gens que vous avez vus. Vous êtes un homme d'État. Bien sûr. Vous voulez nous peut-être, je dis avec le pasteur Ntoumi, diriger peut-être le Congo un jour. Est-ce que vous aurez, aimé, une fois qu'arrivé au pouvoir, qu'il y ait
des gens comme ça, fussent-ils des ex-combattants, qui, de temps en temps, s'ils se sentent menacés, ils prennent des armes, ils viennent comme ça, ils bradent l'autorité de l'État. Et pour avancer, avant de donner la parole à Jemima, enfin, sur ce plateau, Guy Mafimba, peut-être que vous connaissez, il y a eu une phrase assez forte. Il qualifie la relation entre le président Sassou et le pasteur Ntoumi d'une relation incestueuse. Que répondez-vous? Vous voyez, hein, j'étais venu avec l'intention de défendre ce que je pense essentiel, parler du révérend pasteur Ntoumi, dans ce qu'il représente, parce que je ne suis pas... J'ai une petite expérience. J'ai été conseiller du Premier ministre de transition de 92. J'ai été député de transition de 92. J'ai supervisé les élections. Et d'ailleurs, même le doyen Mirassa, j'ai supervisé dans sa localité, où il était opposé à un autre. Il sait comment je me suis comporté. Et je crois qu'il était opposé à Ngalibali. Et j'ai vu l'armée. J'avais pour adjoint, officier adjoint, parce qu'on nous avait collé en 92 des militaires derrière chaque patron de région des élections. Donc j'ai une expérience que je vais dire, c'est pas forcément l'ambition parce qu'il y a le révérend Ntoumi. Le choix du révérend pasteur Ntoumi pour moi est un choix réfléchi, mûrement réfléchi. Alors, relation incestueuse. Quelle injure! Vous savez, ce qu'on ne vous aura pas dit suffisamment sur ce plateau. Le révérend pasteur Ntoumi a toujours été sollicité par l'opposition. Les mêmes qui le critiquent, ils l'ont toujours sollicité. Ils l'ont toujours considéré comme quelqu'un de leur. 2009. C'est une information. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. 2009, Nzan Mathias. 2016, 2015, changement de la Constitution. 2016, il a même perdu 5 hommes dans Brazzaville parce qu'il était venu pour soutenir la campagne électorale des candidats de l'opposition par Fabrice Kolela qui faisait sa campagne à Makelekele. On est venu, on a tiré sur 3, la police, la même police qui se permet tout, ils ont tué 3 de ces éléments. Pendant qu'il faisait campagne, il était obligé de repartir. Alors qu'ils n'avaient rien fait, alors qu'il n'y avait rien. Alors, parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce que c'est pourquoi mon frère a une lecture de la République qui est juste, ce que vous dites. Mais vous prenez en ligne une République qui n'en est plus une, qui a perdu ses attributs. Aujourd'hui, l'armée chez nous, ça ne rassure personne. La DGSP ne rassure personne. Pourquoi? Donc il faut que chacun se constitue mais non, pour se protéger, c'est non, ça? Le problème, sachez-le, que lorsque les uns acceptent pour la paix, acceptent le pouvoir, que le président Sassou s'installe, parce que les autres acceptent qu'il s'installe, qu'il dirige, ils ne contestent pas ça. Ils lui disent, par contre, la contrepartie, c'est réconciliation nationale. La contrepartie, c'est l'acceptation de l'existence de la sphère démocratique. Et ce qui arrive au Congo, dont aujourd'hui on a les signes les plus manifestes, c'est parce que simplement, de belligérants qu'ils étaient, parce que même le président Sassou n'avait pas la légitimité de prendre le pouvoir. Dans un État, si on est républicain, on doit le dire, qu'il n'avait aucune... rien ne l'autorisait à prendre le pouvoir après avoir fait la guerre. La preuve, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Ntoumi, mais vous le retrouvez chez le président Sassou avant la guerre de 97. Il était dans son gouvernement, hein. Il était quand même, après les accords. Alors, après les accords, il a intégré quand même le gouvernement. Hein. Je vous ramène dans les accords. Voilà encore une vraie grave... Non, mais parce que ça se dit. Hein, ça se dit parce que c'est... Oui. On charge d'ailleurs de la promotion des valeurs de paix, etc. Il avait rang de ministre. De ministre, oui. Mais il n'était pas dans un gouvernement. Non, c'est ce que vous ça savez, veut dire de il manière y a des ambassadeurs qui ont rang de ministre, il y a des responsables de hautes structures qui ont rang de ministre. Qui représentent le gouvernement dans une telle action. Non, il s'agit ceci, comprenez-le une bonne fois. Pourquoi? D'ailleurs, ce n'est pas une suggestion du Congo. C'est une suggestion des partenaires qui arbitrent. Pour que la cessation des hostilités, on dit, bon, Sassou, il a pris le pouvoir, c'est vrai, il est président. Il est président. Mais on dit, mais l'autre, qui représente l'autre frange qui n'accepte pas la prise de pouvoir par la force, il faut qu'ils aient
un cadre de concertation. Et le cadre de concertation, d'un côté, ça engage le président de la République, de l'autre côté, ça engage le président Ntoumi. On crée un haut commissariat chargé de séquelles de guerre, de réparation de séquelles de guerre et de la réinsertion des ex-combattants. Et lorsqu'on crée avec l'accord des tripartites, il y a Ntoumi, il y a le président Sassou, et au milieu, il y a les partenaires du développement qui disent qu'ils vont financer, appuyer. En ce moment-là, lui, pour qu'il agisse dans son rôle, dans cette mission-là, il a un statut. Et son statut, aujourd'hui, les membres de l'Assemblée nationale congolaise, le bureau de l'Assemblée nationale, ont le même statut que les ministres. Hein, vous le savez, qui sont même statut que le ministre. Et au Congo, tous les hauts postes de médiation comme ça, pour lui redonner de la valeur, on a donné les attributs avec rang de ministre. Mais il n'a jamais participé, ni à un conseil de ministres. Il n'a jamais participé. Son interlocuteur, c'était les membres de la commission de paix. Il n'a jamais rencontré le président Sassou. Il l'a rencontré certainement une fois. Mais ils n'ont jamais fait de séances de travail avec le président Sassou. Il n'a jamais travaillé avec le Premier ministre assis quelque part en train de faire comme un membre du gouvernement. Est-ce qu'il a proposé des choses bien entendu. Sa fonction, est-ce qu'il a proposé des choses Mais si vous prenez le parcours, vous vous rendrez compte qu'il y a eu la mauvaise volonté dans cette affaire politique. Parce que depuis la fin de la guerre, lorsqu'ils ont entamé, il y a eu quelques combattants qui sont rentrés dans l'armée, 200, près de 80 et quelques, je ne sais pas le chiffre exact, je ne peux pas vous le dire, mais il y en avait quand même un peu qui avaient commencé, ça avait amorcé. Le principal problème, il est très politique dans cette affaire-là. C'est parce que ceux qui transformaient la victoire militaire en victoire politique considéraient que intégrer dans les forces ceux qui appartenaient à l'autre camp représentaient un danger en interne. C'est ça qui va motiver le rejet pratiquement de formules d'insertion. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura des négociations sur négociations. Vous savez, 99, vous savez quand est-ce que le révérend Ntoumi est allé prendre son poste? La première tentative, en 2007, ça s'arrête à quelques encablures de Brazzaville, parce que on lui dit que si tu vas à Brazzaville, tu traverses le pont du Djoué dont on parle là, là-bas, vous serez... Alors que tous ces militants, lui, voulaient célébrer le fait que c'était la paix. Il s'est arrêté. Vous le savez, cette histoire. Il s'est arrêté à quelques encablures de Brazzaville. Ça a été même dispersé, son cortège, par des hélicos. Alors le gars venait à Brazzaville. En 2007, il est reparti. Et c'est en 2010, donc 10 ans après, qu'il a pris sa fonction, qu'il accepte, qu'il est venu pour prendre sa fonction de haut commissaire. 10 ans après. Et entre-temps, en tant que haut commissaire, il avait un budget de fonctionnement. Il s'agit, donc, ceux qui disent qu'il était membre du gouvernement, alors c'est un mensonge grossier. Un gros mensonge. Et j'ai peur parce que vous m'aviez parlé de la classe politique, en fait, on pourra en parler. Mais ce que dit Mafimba, relation incestueuse. Alors donc, elle était incestueuse, elle est incestueuse aujourd'hui. Elle ne l'était pas lorsqu'ils allaient le prendre comme partenaire pour les élections, pour Moukoko, pour Okomi Salissa, pour tout le monde. Vous dites que Mafimba et les autres sont allés chercher... Il faut un double jeu avec, avec le pasteur. Mais bien sûr, puisqu'ils ont toujours... J'ai des photos, hein, j'aurais pu vous les apporter, vous les verrez. Vous verrez le ministre Bouao, vous verrez Okomi Salissa, vous verrez Ntoumi, vous verrez Parfait Kolela, la main dans la main. Vous verrez tout ce monde-là, la main dans la main. En train avec les mêmes slogans, avec porter ensemble la charge, la même charge. Et lorsqu'ils font leur réunion de parti, les congrès, les machins, ils s'invitent entre eux. Ntoumi a été participé, c'est délégué bien entendu, au congrès du RDD, hein, au grand truc du RDD. Et il a fait autant. Ntoumi a été toujours disponible pour Moukoko, par exemple. Et tous ceux qui ont travaillé dans ce dossier Moukoko savent. Il a toujours été sollicité. Le monsieur a revendiqué. Revendique depuis toujours. Aujourd'hui, il s'est doublé. La situation est devenue plus compliquée. Pourquoi? Vous avez
et ça c'est une règle, hein, même dans les camps des réfugiés, c'est ce qui se passe. Les anciens ex-combattants, certainement nombreux, ont dépassé la cinquantaine aujourd'hui. Nombreux ont dépassé la cinquantaine. Donc c'est des pères de famille. OK. Ils ont eu des enfants qui depuis 27 ans sont nés dans des conditions que vous connaissez de forêt, de trucs. Et ils sont nombreux. Et ces enfants ont vécu la vie de leur père. La vie de reclus, chaque fois des bombardements, des machins, ils se cachent. Et parce qu'ils sont les enfants de ces gens-là, ils n'osent même pas parfois venir à Brazzaville. Parce qu'il suffit qu'on les identifie, il suffit pour qu'ils aient des risques d'arrestation et tout. Et c'est ça qui a été permanemment. Aujourd'hui, vous avez donc une deuxième génération. Quand on parle aujourd'hui, la question, mais s'ils étaient 5 000 il y a 20 ans, je ne sais pas, je ne peux pas donner les chiffres, s'ils étaient 25 000, 5 000 il y a 20 ans, aujourd'hui, il faut bien compter 20 000, peut-être 20 000 personnes. On va laisser Jemima poser ces questions parce que nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Oh oui, on va respecter un peu les droits des femmes. Allez-y, Jemima. Alors, M. Miyayuku, oui. J'allais écorcher votre nom. Alors, que M. Ntoumi soit un rebelle ou non, je laisse le duel à Maître Ben. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est reconnu comme étant un ancien, le dirigeant, du moins le dirigeant des milices ninja. Oui. Alors, Oui. ma question, c'est pensez-vous qu'un ancien rebelle ou ancien rebelle ou rebelle puisse obtenir la confiance de la population? Je recuse le concept de rebelle. Oui. Je l'ai recusé parce que ça ne signifie rien. Ça, c'est dans les éléments de langage de diabolisation. Alors, bon, on va chipoter dessus. Ce chef de milice, pourrait-il avoir la confiance de la population? Et moi, j'irais plus loin. Est-ce qu'il peut battre le président Sassou dans les urnes? Mais bien entendu. Le président Sassou, on va en parler. Je crois que le bilan, je vous dis sincèrement, une élection libre et transparente. On n'a pas besoin seulement du révérend pasteur Ntoumi pour battre Sassou. N'importe quel Congolais. Mais il est candidat ou pas, le pasteur Ntoumi? J'en viendrai tout à l'heure. Mais il reste dans sa volonté d'être candidat. Et on est dans les procédures. Et comment il compte faire campagne puisqu'il est quasiment toujours dans le pouvoir? Mais là, c'est pourquoi je vous disais tantôt... Non, mais ça, c'est pas un problème. C'est pourquoi je vous disais que la question même de l'élection présidentielle en soi se pose avec acuité. Les conditions ne sont pas réunies selon vous? Les conditions objectives pour tous les candidats ne sont pas réunies, sauf pour le maître du jeu. Mais vous y allez quand même. Et ça, ce n'est pas... Notre principe, c'est celui-ci. Nous considérons que l'élection, dans un univers de privation totale des libertés, lorsqu'on a vu le peuple s'exprimer, c'est à l'occasion des élections. Nous sommes convaincus que le peuple congolais est majeur. Vous savez, on est différent un peu. Le Congo, c'est près de 70%, 68% à peu près de la population congolaise qui est concentrée dans 2 villes, Brazzaville et Pointe-Noire. C'est 68% pratiquement de la population qui est une population urbaine. Ce qui veut dire qu'une élection au Congo se joue dans les 2 villes. Le reste, les régions, c'est résiduel. Premier élément. Deuxième élément, la question de... Nous, on a commencé très tôt. Les jeunes qui ont eu l'initiative d'appeler le référendum, je les félicite toujours, Faïmounama, Keteka, Général Keteka, Castor, qui sont des anciens... Castor, Général Keteka, sont des anciens ex-combattants qui avaient voyagé en France, ils travaillent, ils ont leur qualification. Voilà. Je les félicite, ces jeunes, parce qu'ils avaient réfléchi à une seule chose. On dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que tous ont soutenu Parfait Kolela, ont soutenu Moukoko avant. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe pour que notre pays, l'opposition, ne se prenne pas en charge très tôt? Ils ont réfléchi, ils ont dit, il y a quelqu'un qui peut incarner ce désir populaire, c'est Ntoumi. Et très vite, ça date de décembre 2024. Et en 2025, on a lancé l'appel à Ntoumi, qui a pris le temps objectivement de regarder, jusqu'à affirmer que oui, je confirme son intention. On l'a empêché de faire une déclaration officielle. Mais il a porté la cause du peuple. Et je vais vous dire, par rapport à votre question,
En réalité, si vous mesurez un peu ce qui se passe, ce qui se dit à Pointe-Noire, à Brazzaville et tout, il y a progressivement une dynamique en faveur de Ntoumi. Pour deux raisons. Parce que c'est en tirant les leçons des échecs passés. Le révérend Ntoumi a un avantage. C'est pourquoi je vous dis, ne parlez plus de rébellion. Le révérend Ntoumi, devant les partenaires internationaux, avait accepté de convertir son mouvement en parti politique. C'était Conseil national de la résistance, c'est devenu Conseil national des républicains. Ça a été un compromis dans le cadre des accords. Après. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y en a qui ont même mauvaise langue, qui viennent raconter sur les plateaux que, ah oui, on n'a pas autorisé le parti de Mirassa, mais lui, on a autorisé son parti. Ça, on a beaucoup entendu ça. Oui, on a autorisé son parti. C'est parce que ces gens n'ont pas l'honnêteté de dire que son parti, à lui, a été labellisé dans le cadre d'un processus de paix. Donc, ne pas reconnaître ce parti, c'est remettre en cause ce qui était contre. Donc, il suscite encore l'intérêt des gens. J'ai mis mal. Et alors, parlons de paix, vous avez qualifié cette situation de préoccupante. Oui. Alors, les habitants du Poul devraient-ils redouter une nouvelle guerre? Ce que nous pensons, c'est que le révérend pasteur Ntoumi n'a pas choisi la voie de la guerre. Tout son discours, et vous avez entendu le communiqué du CNR, ils ont une seule conviction. Le pouvoir est dans les urnes, à condition que les urnes soient propres et nettes. Il n'y a pas que les populations du Poul qui s'en inquiètent. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, le Poul est une région assez complexe dans son histoire. Parce que tous ceux qui viennent vous parler du Poul, en mettant Ntoumi comme la bête noire, sont menteurs. Parce que l'histoire du Poul, on peut remonter plus loin. Prenons 70. 1970, il n'y a pas Ntoumi. Le conflit du Poul, c'est que lorsqu'on quitte les présidences antérieures et que le Parti congolais du travail naît, le Parti congolais du travail naît avec un problème majeur, c'est qu'il fallait vaincre ceux qui représentaient l'ancien système qui était là. Et par malheur, par un hasard de l'histoire, le Poul étant accolé à Brazzaville, le Poul a fourni beaucoup de cadres, beaucoup de trucs. Et à cette époque-là, il y a eu des opérations qui s'appelaient épuration. C'est-à-dire qu'on enlevait de l'arme et de là, tous ceux qui n'acceptaient pas de rentrer dans le Parti congolais du travail. Épuration. Et quand vous allez faire la liste des gens qui étaient épurés, vous vous rendrez compte d'une forte dose. À l'époque déjà, j'aurais pu emmener, mais on peut lister, on arrive à le faire. Vous vous rendez compte qu'il y avait un problème spécifique là. Bon, quand vous prenez les coups d'État manqués, machin, vous voyez bien que c'est des officiers du Poul qui ont tenté par-ci, par-là, il y a eu des pétitions meurtrières. Il y a eu l'affaire en 72, il y a eu Diawara, qui a fait un maquis. Lui, par contre, rébellion. C'est ça, Diawara. Lui, Diawara, qui se rebelle. Diawara. Diawara, qui se rebelle, mais qui est où? Dans le Poul. Et là, il y a aussi des exactions des populations dans le Poul. Et alors oui, alors j'ai encore deux questions par rapport à ça. Vous faites bien de parler d'exactions, parce que vous parliez également de personnes agressées. Oui. Et donc parmi les personnes agressées, il y a bien sûr la population civile. Ah, bien sûr. Et donc les milices ninjas sont accusées d'exactions sur les civils. Reconnaissez-vous ces accusations? Absolument pas. Même Alors, pendant vous voyez, la guerre civile, vous ne reconnaissez pas ce qu'il y a eu entre 97 Oui. et 99, donc avant la signature de ces accords. Si vous me parlez de cette période-là, on pourrait peut-être, je reviendrai volontiers pour parler de... Oui, bien sûr, là, on peut pas le temps, mais vous reviendrez. Parce que, voyez-vous, entre 97, fin de la guerre, c'est la situation que je décrivais. Des miliciens qui ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas de moyens de communication. Le Poul, c'est 34 000 km². Donc, les gens font de toute défense dans leur localité. Ce qui se passe dans cette localité-là, ce n'est pas coordonné par quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe au départ. Okay. Bon. Donc, on ne peut pas penser que et aujourd'hui, au moment où on vous parle, aujourd'hui,
les populations du Poul depuis 25 ans. Ne va pas vous dire qu'ils sont victimes des ninjas. Ça, c'est un mensonge énorme. Lorsqu'ils avaient les armes, il n'y a donc jamais eu une... Non, il n'y a jamais eu Alors, d'agression de alors, population. Dernière question pour enfin, oui, ma pour dernière de rendre question. l'antenne. Si jamais M. Ntoumi serait élu, Oui. qu'est-ce qui garantit que le tribalisme ne marquera pas son mandat? D'abord, je vais vous dire que c'est un homme qui Parce qu'il porte est en lui... dans sa région tout de même. Oui, dans ses objectifs, dans sa vision, il y a un facteur majeur. Et il en parle dans tous ses discours, c'est l'unité nationale, la réconciliation nationale. Dans ses relations, curieusement, les gens ne le disent pas assez, dans ses relations, il y a très peu de gens de sa région. C'est la plupart des gens qui l'accompagnent, ou qui ont, politiquement, je veux dire, au haut sommet politique, ne sont pas de sa région, la plupart. Hein? C'est-à-dire les partenaires politiques qu'il a eus ne sont pas de sa région. Et c'est un monsieur qui est un homme d'église, qui a une vision très centrée sur le droit, sur l'égalité, sur la citoyenneté. C'est un monsieur qui est très rivé sur ça. Et sa vision principale, hein, il partage les valeurs de la conférence nationale. C'est ça qui est le soubassement de son programme de société. Son programme de société, c'est transformer sa propre histoire, expérience, en un acquis pour tout le peuple congolais. Par exemple, sa connaissance des milieux ruraux lui donne une idée forte sur ce qui peut se passer sur l'ensemble du territoire national concernant les jeunes, l'emploi rural. C'est des choses qu'il porte. Dernière question. Très bien. Dernière question, mon doyen. Si jamais demain vous êtes, réponse courte, si vous arrivez au pouvoir demain, Oui. qu'est-ce que vous proposez aux Congolais concrètement? On a parlé de sécurité. Oui. D'un point de vue économique, qu'est-ce que vous qu'il pouvez aura le temps de proposer tout Oui, non, dévoiler mais aux Congolais? Non, juste en deux mots. en 2 mots, je vais vous dire ceci. Une réforme même économique que vous... Bon, je vous prends les priorités que je vais aller prendre. Hein. Je ne reste pas dans la macroéconomie parce que sinon ça serait distrayant pour les gens. Je vous dis, voilà, les statistiques des importations alimentaires. Au Congo, les bilans là, vous prenez les chiffres de 2021, vous arrivez à 2026, vous vous rendez compte qu'on est parti de 500 milliards d'importations agroalimentaires à 700, presque 800 milliards aujourd'hui. 800 milliards de déficit de production. On importe 160 000 tonnes de volailles. On importe l'huile de palme. On importe tout ce qui est productible, qui était des productions anciennement, des productions congolaises. On Vous importe, ferez quoi exactement? j'en viens. On importe du poisson congelé, 16 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a un vivier là d'activité productive qui n'est pas exploité. Premier problème, première mesure. Parce que les mesures, en fait, on ne peut pas les citer comme ça parce qu'il y a 4 volets. La refondation de l'État. Il faut revoir tous les problèmes de décentralisation effective, de faire en sorte que les budgets soient équitables pour tous les départements. 2, il y a la diversification de l'économie. Notamment pas dans les visions académiques qu'on entend, mais surtout par le moyen de la croissance de l'économie de base. Nous sommes un pays où les métiers se meurent. Aujourd'hui, le Congo, c'était un pays où il y avait des couturiers, des menuisiers, ça n'existe quasiment plus. Une réduction de près de 80% de ces métiers. Or, ces métiers, c'est ça qui crée l'emploi. Pour l'emploi des jeunes, par exemple, nous avons le pasteur Ntoumi pense à eu quelque chose. On dit, on ne va pas se perdre. Tout de suite, le pasteur Ntoumi aura pour grande préoccupation réhabiliter les secteurs de la vie d'une nation pour créer de l'emploi. Par exemple, la télé, la radio, l'aéroport, le chemin de fer, le port, la forêt, ce qui nous est naturellement acquis par l'avantage coopératif. Le fleuve. Aujourd'hui, quand vous regardez l'eau, l'électricité, vous prenez ces secteurs-là, qui sont fortement pourvoyeurs d'emplois, mais où la main-d'œuvre sous-qualifiée, où il n'y a pas de formation. Aujourd'hui, on importe de la main-d'œuvre pour produire l'électricité, pour produire l'eau. C'est une préoccupation. Remettre les besoins vitaux des populations devant.
je ne veux pas parler des questions macroéconomiques parce qu'il y a l'endettement excessif qu'il faut arrêter. Il y a le gaspillage public qu'il peut arrêter. Et vous avez pas mal d'anomalies dans notre pays qui peuvent se stamper. Avec le révérend pasteur Ntoumi, par exemple, vous n'aurez pas des missions ministérielles qui se substituent aux ambassades. Bien, là on est quasiment à la fin de l'émission. Ma dernière question, Romain, excuse-moi, le dernier délai de dépôt de candidature, c'est le 12 février à minuit. Oui. Est-ce qu'il déposera son dossier avant le délai? Nous pensons, le révérend, jusqu'à ce matin, est décidé d'être candidat. Il maintient. Il sait que toute la stratégie sécuritaire vise à l'empêcher, mais il a dit c'est pas possible. Et candidat. Et il y a longtemps, il a soumis sa doléance à qui de droit. Une élection telle qu'elle se passe, avec des décisions unilatérales d'un gouvernement qui, élection après élection, a changé les règles du jeu. Les lois électorales ont changé toujours dans le sens négatif. Vous avez l'arbitre des élections qui est le Conseil constitutionnel. On me dira, est-ce qu'on est républicain? Mais qui est acquis à la cause du pouvoir. C'est-à-dire, vous avez des cadres chargés de gérer l'élection qui ne sont pas neutres. Je vous ai expliqué qu'à l'Ekana, où j'étais avec le ministre Merassa peut le dire, on avait été expulsé Florent Chiba, le général Florent Chiba. Et je prends témoin le ministre Merassa. Parce qu'il était venu, il est militaire, il n'avait pas le droit de battre campagne. Il est venu là, dans la localité, et... Mais les conditions sont les mêmes aujourd'hui et vous ne sont plus les mêmes. Quand même vous présenter. Pour vous, les conditions sont réunies pour aller aux élections? Pour nous, en 2016, les conditions n'étaient pas réunies. Celles des conditions. En 2021, ce n'était pas réuni. 2026. Mais objectivement, en 2016, ce sont les candidats de l'opposition qui avaient gagné. D'accord. Et en 2026 le peuple congolais s'est rendu compte qu'il faut à un moment revendiquer sa victoire. Et ce qu'ils n'ont pas fait en 2016, ce que le peuple congolais n'a pas fait en 2016, ce que le peuple congolais n'a pas pu faire en 2021, on peut imaginer que il y a un ras-le-bol dans le peuple. Je pense que l'élection révèle la nature réelle du pouvoir, la nature barbare du pouvoir. Vous revendiquez déjà la victoire pour 2026, c'est ça? Ah non, mais j'ai entendu que... Vous mettez la charrue avant les bœufs? Mais non, nous, on ne revendique pas la victoire, nous, on dit ceci. On dit, non, j'explique que... 30 secondes, oui. Pour des besoins statistiques, vous pouvez vérifier. L'opposition a gagné souvent. Et face à ceux qui partent à l'élection, qui préfèrent braver pour que l'opinion internationale se rende compte du dispositif électoral qui est au Congo, qu'on se rende bien compte des empêchements. Ceux qui ne vont pas y aller, ne disent ne pas y aller, n'ont pas d'autre alternative que subir davantage le régime. Et c'est la grande nuance. Merci beaucoup, M. Miayoukou. Merci d'avoir posé nos questions. On vous réinvitera lorsque le candidat déposera officiellement son dossier pour aller dans le fond des programmes. Du programme, parce qu'on avait prévu des questions, mais c'est d'avoir répondu, d'avoir apporté la réponse, je dirais, du camp Ntoumi à ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se disent. Bien sûr. Vous avez eu une heure de temps. Oui, mais c'est insuffisant, vous voyez. Il y a beaucoup de choses sur le camp Ntoumi. On reviendra. Sur le camp Ntoumi qu'il faut comprendre, et je vous remercie de nous aider à le faire. C'est un homme de paix. Il a témoigné là. Là, il a témoigné, il a pris à contre-pied le gouvernement. Et si vous avez écouté même le ministre de l'Information, de la Communication qui était là, sur France 24, vous avez entendu avec quelle dignité il a parlé de Ntoumi. Parce que le révérend pasteur Ntoumi est un homme dignité, affable. Pourtant, le traité de terroriste. Bon, ouais, on va pas voyez. Merci beaucoup, messieurs, merci maître, merci Jebiba. Merci. Et puis, je sais que c'est le débat. Très bientôt. À très vite. Merci beaucoup.